penses-tu? Moi, je suis à la bonne place. Excellent. Moi, j'attends de voir l'image, puis on va partir. Oui. La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. C'est parti? Moi, je ne vois rien encore en fait. Oui, toi, tu vois ce qu'Anne-Marie voit. Tu les entends plus? Puis mets le PowerPoint. Oui, ça y est. Bon, OK. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce deuxième webinaire sur l'étable confortable, l'étable source de confort. Aujourd'hui, pour ceux qui étaient présents à notre premier webinaire, on va aborder la question de la surface confortable. Ce webinaire aujourd'hui vous est présenté par les producteurs laitiers du Canada. Comme je vous disais, c'est une adaptation des formations l'étable source de confort qui ont été développées avec l'appui financier du programme d'appui au système de salubrité alimentaire, biosécurité, traçabilité, santé et bien-être. Une chance que j'avais mes notes. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de mon collègue Steve Adam. Steve est expert en production laitière, confort, comportement et bien-être. Et je me présente, je suis Julie Baillargeon, coordonnatrice au transfert technologique. Nous sommes tous deux dans l'équipe de recherche et développement ici chez Valacta. Donc aujourd'hui, le webinaire, on diffuse en direct de la célèbre salle Campbell à Sainte-Anne-de-Bellevue au siège social de Valacta. Et vous êtes une soixantaine de participants pour cette version française du webinaire. Demain, on reprendra le même webinaire dans sa version anglophone. Aujourd'hui, tout au long du webinaire, en ce moment, Marie, est-ce qu'on présente le diaporama à l'écran pour les participants? Oui? OK, donc c'est que moi ici, je ne l'ai pas. Okay. Il va falloir l'avoir. OK. Ah, bon, attendez, juste un instant. Je ne sais pas si on peut se... OK, ça y est, le problème est réglé. Bon, parfait. On a toujours des petits ajustements techniques. Bon. OK, donc, aujourd'hui, si vous avez des questions tout au long du webinaire, vous êtes absolument les bienvenus à les poser. On va faire de notre répondre. Notre collègue Anne-Marie qui coordonne ce projet-là de webinaire et fidèle à la régie. Elle va pouvoir recueillir vos commentaires dans la boîte de chat. Vous voyez la boîte de chat en bas à droite du champ. Et vous pouvez nous écrire les questions, puis s'il y en a trop, on y reviendra à la fin du webinaire. Depuis aujourd'hui, on va vous faire travailler un peu comme toujours. C'est ça notre travail, c'est bien évident. On va faire des questions interactives et on va commencer de fois pour tester, savoir un peu qui vous êtes, la question qu'on a. Oui, alors c'est moi qui suis là. Est-ce que tu veux les diapos changer, toi? Il faut que dans le PowerPoint que je puisse le faire. Voilà, on est une mode multitask. Voilà. OK. Donc, on va changer de niveau. Et voilà. Donc, la question qu'on pose en ce moment, dans quel type de ferme sont logés vos farmandiers, votre étable, en stabulation travée, en stabulation libre? Est-ce que vous avez une aire paillée ou sur litière de compost? Ou encore, vous êtes peut-être intervenant et vous n'avez pas de bâche. Donc, on veut savoir ça, va nous donner une idée à peu près de la proportion des différents types d'étapes parmi les plans aujourd'hui. Ça répond, alors on attend des réponses. OK. Alors, résultat.
Est-ce que Anne-Marie pourrait s'il Ah non, ok, donc, on a 50%, la majorité quand même de population entravée et le cinquième de est en situation libre et on a quand même un 30% de personnes aujourd'hui qui n'ont pas d'état, qui sont vraisemblablement probablement des intervenants. Alors, sans plus tarder, Steve, avant, je te laisse encore mais il va falloir travail. Parmi vous, s'il y en a qui sont des vous allez aujourd'hui pour envoyer pour partager vos questions. Il faut toujours que tu fasses un PowerPoint. Désolé. Le hashtag ou le mot-clé en bon français, être dans la conversation. En ce moment, même après, étape confortable, on va être à la notre collègue, on a un public, nous, ici, ensemble, en délire. Et notre collègue, Déborah Santi, va être là pour nous appuyer des commentaires, quoi que ce soit. Préférablement, si vous pouvez nous transmettre une question, ça va être encore préférable. Demain, à la suite du webinaire, si vous communiquez avec Steve ou avec moi-même, on a également des comptes sur Twitter. Pour ceux qui étaient présents au premier webinaire, on vous rappelle que ce guide qui est état de confort, un guide pratique sur l'évaluation et l'amélioration à l'étape est disponible en version PDF sur le site sur lequel on s'est inscrit pour le webinaire, dans la section des documents ou encore sur le site de Valacta. Et puis, ce guide-là aujourd'hui rassemble l'ensemble des messages qui vont vous être livrés à travers les 3 webinaires. Et aujourd'hui, sur les diapos, vous allez voir dans le coin droit de l'écran, parfois des numéros de page apparaissent qui vous mènent à la page correspondante selon le sujet qu'on est en train d'aborder. Donc, on va y référer à quelques reprises. Le son n'est pas bon. Bon. Alors, il va falloir trouver la solution. On va laisser notre équipe technique préoccupée. OK. Je vais essayer de parler le mieux possible. Donc, s'il vous plaît, Madeleine va mettre sur PowerPoint. OK. Si on fait un petit recul à notre premier webinaire qui date de déjà presque un mois, on va rafraîchir la mémoire. J'en profite pour dire à ceux qui l'auraient peut-être manqué les enregistrements de documentation avec les webinaires sont déposés pour une mesure à la diffusion sur le site Dairy Knowledge. Donc, si vous avez manqué le premier webinaire, vous pouvez aller on a posé la question comme la première chose à savoir, est-ce que nos vaches sont confortables? Comment on fait? Oui, c'est ça. Comme on a mentionné dans le premier webinaire, les vaches nous donnent des signes pour voir si le confort est adéquat. Puis, parmi ces signes-là qu'on avait à l'étable, on a regardé un peu au niveau des blessures au genou, au jarret, au cou. Puis, il y a d'autres blessures qui peuvent arriver aussi dans un étable. On a regardé un peu aussi au niveau du comportement de lever, les mouvements, est-ce que les mouvements se faisaient de façon fluide, des levés et couchés des deux côtés. Par la suite, il y a d'autres indices au niveau du comportement, comment que nos vaches se positionnent, soit dans sa stalle, en stablation libre, c'est où est-ce qu'ils se positionnent, où est-ce qu'ils se couchent plus souvent. Donc, il y a des signes comme ça qui peuvent nous indiquer si les vaches ont des préférences ou qui ont des difficultés dans leur logement. Puis la dernière catégorie qu'on avait, c'était au niveau de la boiterie. La boiterie, c'est souvent un des signes qui nous dit qu'il y a des problèmes au niveau du logement des animaux. Et ça, ces catégories d'indicateurs-là, on va les avoir en tête, je pense, tout au long du webinaire aujourd'hui. Même si on n'est pas en mode évaluation, c'est comme ça qu'on peut mesurer si. Exact. Le début d'une évaluation de confort, c'est de voir c'est quoi les indices que les vaches nous donnent. Puis par la suite, comme dans le webinaire qu'on va faire aujourd'hui, puis le prochain, ça va être d'essayer de trouver des trucs ou des façons de faire pour améliorer ces comportements-là ou améliorer les blessures qu'on peut voir à la fin. D'ailleurs, si vous voulez un rappel aussi, ou si vous voulez les utiliser pour les observer chez vous, dans votre étape, ils sont tous très bien décrits dans le livre, encore une fois. Donc, vous pouvez vous y référer.
Justement, on avait donné un devoir à nos participants lors du webinaire numéro 1. On leur avait demandé d'observer une vingtaine de leurs vaches et d'évaluer les blessures au jarret. Donc, on pourrait aller voir les résultats. On espère que vous avez fait vos devoirs. Et donc, la première chose qu'on va vous demander, premièrement, ce qu'on leur a demandé de faire, c'est qu'on leur a demandé de calculer le pourcentage de leurs vaches qui avaient une cote 2 ou une cote 3. C'est ça. Donc, la cote 0, c'est la cote où est-ce que le jarret est beau, il n'y a pas de perte de poil, pas d'enflure. La cote 1, c'est un peu de perte de poil, une légère enflure. Cote 2, là on commence à tomber dans des coins un petit peu plus sérieux, c'est-à-dire que soit qu'il y a de l'enflure assez grosse, de 2,5 cm, où la peau commence à être brisée. Donc on voit une usure qui commence à briser la peau. Puis la cote 3, c'est la grosse enflure, qu'on voit le gros jarret, qu'on voit pas fréquemment, mais qui peut arriver chez les fermes laitières. C'est ça, donc c'est de quoi qui est vraiment plus majeur. OK. Donc, on va aller voir si nos participants ont fait leur devoir. Et la question qu'on vous pose, et qu'on vous pose, on va vous voir un par un, mais on va vous demander de nous dire quel pourcentage de vos vaches, parmi les 20 que vous avez évaluées, ont entre 0 et 10 ont des cotes de 2 et 3, par exemple. Quel pourcentage? Donc, si le pourcentage que vous avez obtenu est entre 2 et 10 vous répondez cette réponse-là. Sinon, 11 à 20 21 à 50 ou encore 51 et plus. Donc, on vous donne quelques secondes pour répondre à la question. Alors, est-ce que ça répond à Marie? Oui, ça veut dire qu'on a des gens qui ont fait leur devoir. Alors, résultat obtenu. Alors, 44 ont obtenu 0 à 10 38 11 à 20 13 ont obtenu 21 à 50 et 6 51 et plus. Donc, où est-ce que ces personnes-là peuvent se dire, où est-ce qu'on se situe là? C'est ça, dans la population, il y a certaines études qui nous ont démontré, puis on l'a vu un petit peu dans le webinaire, dans le premier webinaire, que les troupeaux, de façon générale, dépendamment si vous vous situez dans un état en stabulation libre ou entravé, il y a une petite différence, mais de façon générale, il y en a des gens où est-ce qu'on voit que c'est entre 0 et 15 pour les meilleurs, puis pour les pires ou ceux qui ont plus de problèmes, c'est au-delà de 50%. Donc, vous êtes capable de vous situer un petit peu par rapport aux autres fermes. Puis ici, c'était l'étude des 240 fermes au Canada, donc il y avait des troupeaux du Québec, de l'Ontario et de l'Ouest. Donc, c'est un petit peu représentatif de ce qui se passe dans la réalité. Donc, selon le résultat obtenu et par rapport au type de stabulation que vous avez dans votre état, vous pouvez vous situer, est-ce que vous êtes dans les meilleurs 25 dans les moyens ou dans les pires 25 Gardez ça pour vous. Et puis, selon le résultat que vous avez obtenu, en fait, vous pourriez être dans les meilleurs 25 et puis le résultat obtenu pourrait quand même vous titiller et vous amener à vouloir aller observer qu'est-ce qui pourrait être en cause. L'idée ici, c'est de faire un constat, de se comparer, de se situer. Dans le fond, on sait qu'il y en a à peu près des étapes. Exact. Le résultat qu'on vient d'avoir avec les participants n'est pas surprenant. C'est à peu près la tendance qu'on voit dans la population. Puis, comme tu disais, le fait d'avoir des codes 2 et 3, oui, c'est peut-être les conditions les plus... pas les plus graves, mais qu'il y a quelque chose à faire. Je dirais même la cote 1, ceux qui ont beaucoup de cote 1, il y a quand même de l'usure, quand même du frottement, donc ça ne veut pas dire que ça va être correct tout le temps. C'est peut-être un indicateur pour dire peut-être que ça va transférer en code 2 et 3, donc on peut peut-être poser des actions avant qu'il soit trop tard. OK. Donc, une fois qu'on a fait les constats, une fois qu'on a constaté, on a des blessures au forêt ou autres, le boucher, boiserie, etc., qu'est-ce qu'on fait? Donc, il s'agit de regarder
de voir la situation, puis voir est-ce que dans notre logement, il y a quelque chose qu'on pourrait modifier. Puis, on va commencer aujourd'hui avec le confort de la surface de couchage en tant que telle. Donc, c'est la surface de couchage qu'on va traiter, en gros, aujourd'hui, dans ce webinaire. Justement, on fait l'évaluation des blessures au jarret. C'est probablement qu'il faut nous amener à évaluer la surface de manière générale. Exact. La surface de couchage, ce qu'on peut voir, c'est que la vache, lors de son mouvement de coucher, l'impact au sol va avoir une importance. Puis aussi, tout ce qui est la question de frottement des membres au sol. Donc, la surface de couchage, c'est un des critères à évaluer pour, entre autres, les blessures au jarret, qui peut avoir d'autres causes, mais la surface de couchage en est une majeure. Toutes les causes possibles, pour toutes les observations que vous pouvez faire dans votre étape, incluant les blessures au jarret, se trouve page 10 et 11 dans votre guide confort. Donc, selon les observations que vous aurez faites, vous pouvez toujours vous référer là. Et lorsque ça vous mène justement à des pistes qui orientent vers la surface, c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, premièrement, aujourd'hui, on va se poser la question, sur quoi on se base pour évaluer le confort de la surface. On va aller explorer des solutions plus pratiques. Et puis aussi, on va se poser la question, est-ce que ces changements-là, ou un exemple, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Donc, on commence tout de suite avec, mon bac vient de commencer. Alors, on commence tout de suite avec les critères. Comment on peut, je suis vraiment pas lisse, au débat. Comment on fait pour savoir si la surface est confortable dans notre état? Oui, dans les critères de surface, autant que possible, on essaie d'avoir ces critères que vous voyez à l'écran. D'un, est-ce que notre surface est assez molle? Est-ce qu'elle est capable d'absorber les chocs quand l'animal, entre autres, quand l'animal va se coucher? On voudrait une surface de couchage aussi qui est antidérapante. Donc, quand la vache fait son mouvement de lever et de coucher, vous commencez à voir le lien un petit peu avec les comportements qu'on a observés dans le premier webinaire. Donc, on veut que la surface de couchage soit antidérapante. Pour les blessures, c'est bien sûr, on ne veut pas que la surface soit abrasive. Donc, on veut quoi qui est doux ou qui empêche la perte de poils. Puis, c'est sûr que la surface idéale, si c'est capable de se nettoyer tout ça, ça serait tant mieux, mais on la veut la plus sèche possible dans nos stalles, soit en population libre, en travail. C'est quoi les solutions qui s'offrent à nous pour rassembler ces 4 critères-là dans la surface? Donc, il y a plusieurs solutions qui existent sur le marché. Parmi les solutions, on peut soit, on voit la solution de mettre des matelas dans une stalle, soit qu'on peut rajouter plus de litière, ou il y en a qui vont aller dans la litière profonde, c'est-à-dire qu'on met une bonne épaisseur de litière, ou toute une combinaison de ces choix-là qui peut être faite aussi. Quand on parle de litière profonde, on inclut aussi peut-être le sang. Oui, c'est ça. Donc, la litière profonde, c'est-à-dire que la logette est creuse et on peut mettre soit de la litière, soit du sable, peu importe la matière qu'on peut mettre dans le fond. Avant qu'on aille explorer ces différentes solutions-là, les plus et moins avantages et désavantages, j'ai envie de savoir quel type de surface on trouve dans les étapes des participants aujourd'hui. Donc, on vous lance à nouveau une question quiz et on vous demande sur quel type de surface vos vaches se couchent-elles présentement. Donc, vous pouvez choisir béton, caoutchouc dur, ici on parle des tapis de base, des matelas, litière profonde, sable, litière profonde, on parle ici sur tout type de litière, peu importe le type, ou même on pourrait peut-être même les faire pailler s'il y a lieu ou quoi que ce soit. Donc, on vous pose la question, on vous laisse y répondre tout de suite. Ça va être multicolore, sinon on avait comme réponse. On peut poser la question aux participants dans la salle aussi, leur type de surface de couchage, mais... Pas grand succès, je crois. Bon, alors, Steve, on a 22 qui sont sur béton, on a 39 sur caoutchouc dur, on a 43 avec des matelas, 13 litière profonde et 4 probablement une personne ou deux, sur sable. Est-ce que ça représente
parenthèse pour les étapes sont probablement principalement discrètes. Bon, je pense que ça représente encore pas mal le portrait de ce qu'on peut voir dans le champ. On a encore des étapes qui sont sur le béton. Dans l'évolution, on a vu un petit peu l'ajout de tapis de caoutchouc, puis après ça est venu les matelas. Puis on voit un petit peu la dispersion qu'il y a parmi les producteurs au niveau des types de surface de couchage. OK. On va commencer par les matelas. On a vu que c'est quand même un bon pourcentage de personnes qui ont des matelas dans leur étable. Les matelas, c'est apparu à peu près dans le milieu des années 90. Est-ce que ça a amené une amélioration? Avant ça, on voyait peut-être plus uniformément. Oui, béton, caoutchouc dur. Le béton, un des défauts que les gens disaient dans le temps. Puis j'étais né, mais c'était la surface de couchage était souvent très glissante. Donc là, on a vu apparaître les tapis de caoutchouc. Les tapis de caoutchouc ont donné cet avantage-là le côté antidérapant qu'on voulait avoir dans notre surface de couchage. Puis là, après, on est arrivé avec l'autre solution qui est peut-être plus dans les années 90 avec les matelas. Puis comme on peut voir sur cette diapo, ici, ils ont fait la comparaison d'avoir un peu avoir des stalles avec un petit peu de litière, mais surtout la comparaison entre béton et matelas mou. Puis on peut voir qu'il y a une bonne différence entre les blessures aux membres antérieurs, c'est-à-dire les pattes avant, qu'on a moins d'enflure, puis au niveau des jarrets aussi. Donc on peut s'imaginer que le béton, la surface dure, puis il y avait peu de litière, dans l'ordre d'un demi-kilo, là, exact. Donc il y avait peu de litière. Donc on peut s'imaginer que la vache qui va aller se coucher au niveau de l'impact de ses genoux, des membres antérieurs, mais pas mal plus dur, donc on a plus d'enflure qui arrive là. Donc, la venue des matelas a permis de rendre une surface qui est plus molle. Puis au niveau de l'impact, c'est moins dur au niveau des membres. C'est encore vrai aujourd'hui. Je pense qu'on a un exemple plus récent ici dans une étape, une collègue qui nous a transmis cet exemple-là. Exact. Ici, c'est un exemple qu'un producteur n'était pas satisfait de ça. C'est un producteur au départ qui avait des tapis de caoutchouc dur avec de la litière, un peu comme on voit un peu partout. Sauf qu'il n'était pas satisfait. On le voit, là, le membre de cette vache-là était rendu pratiquement au sang. Donc la friction était grande. Puis ce producteur-là a ajouté, dans ce cas-ci, c'était un matelas d'eau. Il y a ses anciens tapis en dessous, puis il a rajouté des matelas d'eau avec de la litière. Puis on voit l'amélioration qu'il y a au niveau des membres de ces vaches. Seulement un mois après, on a commencé à avoir une cicatrisation, puis le poil a commencé à repousser. De manière uniforme. Ici, on a un exemple d'une vache, mais souvent les vaches les pires, quand la surface est adéquate, on voit une amélioration qui se fait quand même assez rapidement. Ça, c'est une chose au niveau de la vitesse de récupération des animaux. On n'était pas sûr combien de temps que ça prenait, mais plus qu'on voit des changements, plus qu'on voit que ça se fait en dedans d'un mois, on commence à avoir le signal que notre changement est efficace. À part les blessures que les matelas ont permis de diminuer les blessures, de les aider à guérir, à part les blessures, est-ce qu'on a vu une amélioration sur un autre de nos indicateurs? Comme on voyait dans la première étude aussi, le temps de repos a été amélioré aussi dans ce cas-là. Environ... oui, c'est ça. Le temps de repos est amélioré. Donc, on voit qu'une vache qui est plus confortable ou qui rentre dans une stalle qui est plus molle, entre autres, va passer plus de temps couché. Donc, surtout en stabulation libre, on voit vraiment un impact du temps de repos au niveau des animaux. Celle-ci, je pense qu'on parlait de quasiment 1h30. Exact, c'est ça. Ça veut dire que la vache passait plus de temps couché. On peut le voir aussi dans une autre étude qui a été faite en 2000. Tantôt, on avait l'étude en 2001. Donc, si vous voyez, à l'époque, c'était pas mal la venue des matelas. On commençait à rentrer des matelas de plus en plus au niveau des fermes. Puis ici, on fait la comparaison entre des petites stalles ou des petites logettes en béton, c'est-à-dire pas larges, mais en plus c'était dur, puis des grandes stalles, des stalles plus larges, plus longues, avec des matelas. Donc, on avait
la pauvre petite stalle pour la vache, puis la grande stalle qui était la plus confortable. Puis on voit qu'il y a une amélioration du temps de repos, du temps de coucher. Dans ce cas-là, presque 4 heures d'écart entre notre stalle qui était petite et dure. Ça, c'est une grande stalle où est-ce qu'on était confortable. On avait une amélioration à peu près de 4 heures de temps de repos. Ouais, c'est ce qu'on peut voir ici, dans le fond, sur le graphique que vous avez à l'écran. Pour la colonne couchée, dans le fond, il y a une différence de 4 heures entre la colonne brune qui représente la pauvre petite stalle et puis la colonne. Donc, c'est quand même majeur. Puis, si on se rappelle ce qu'on a abordé dans le premier webinaire, temps de repos égal. De façon générale, puis il reste encore peut-être des études à faire, mais de façon générale, on a une augmentation de production qui vient avec l'augmentation du temps de repos. Puis on parlait d'environ 1,7 litres de lait par heure de repos de plus qu'on vient de gagner. Dans les années 90, quand les matelas ont été introduits, il y en avait quelques-uns, puis au fil du temps, il y en a eu de plus en plus. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché comme offre de matelas aujourd'hui? Ben, sur le marché, on est inondé présentement de sortes de matelas. Il y en a des nouveaux pratiquement à chaque mois ou à chaque semaine. Oui, c'est ça. Donc, il existe un paquet de catégories ou de principes au niveau des matelas. Puis on vous en présente quelques-unes à l'écran on a vu tantôt dans les choix, il y en a encore des gens qui sont sur le béton. On a les tapis de caoutchouc dur, qui la plupart des compagnies de caoutchouc fournissent ce type de tapis. Après ça, on a vu l'avènement de caoutchouc avec un foam, une mousse en dessous. Donc, c'est le concept d'avoir une toile ou un tapis de caoutchouc au-dessus avec une mousse. Et les autres concepts, peut-être avec celui-là, ils datent quand même un petit peu de son avènement sur le marché, mais en géotextile, c'est-à-dire des granules de pneus broyés qui fait l'effet de molesque, c'est des tubes de granules de pneus. On en a d'autres aussi qui sont arrivés, c'est des concepts je vais l'appeler caoutchouc souple, mais c'est un concept c'est un tapis de caoutchouc que son design ou son moulage a été fait de façon à ce qu'il fasse un genre d'absorption. Donc soit que c'est des petites palettes en dessous du caoutchouc, soit c'est des genres de bulles. Donc le jeu d'air qui est entre les deux, c'est ça qui fait la mollesse. Et bien sûr, on a les matelas d'eau. Donc, c'est de l'eau. Ce qui fait l'amortissement au niveau de la stalle, c'est la quantité d'eau qu'il y a entre la toile. Et les matelas de gel. Donc, c'est de la gélatine. Un petit peu le même concept que le matelas d'eau, sauf que c'est de l'eau avec de la gélatine, qui fait que notre vache est toujours sur une poids qui est mou. Je remarque sur le diapo que c'est écrit en titre « Option matelas plus litière ». Est-ce qu'il y a certains de ces matelas-là qui seraient sans litière? De façon générale, il n'y a pas de matelas qui devrait venir sans litière. Donc, tantôt, quand on regardait au niveau des qualités d'une surface de couchage, les matelas, ce qu'on vient de gagner, c'est au niveau de la mollesse, de la stalle. Donc, on n'a pas enlevé le côté friction ou le côté irritant d'une surface de couchage. Donc, la litière devrait au moins d'être là. Si ce n'est pas pour apporter de la mollesse, au moins être là pour soit la friction ou garder notre stalle sèche, capter l'humidité qu'il y a dans notre stalle. Puis, parmi tous les choix dans les catégories qu'on a là, je me mets dans la peau des producteurs. Là, une question, est-ce que tous ces types de surfaces-là vont être acceptés dans le cadre de l'avènement du programme ProAction? Dans ProAction, ce qui est tous les types de matelas, tous les types de surfaces, le béton, le tapis de caoutchouc vont être acceptés. La seule chose, c'est qu'il y a une spécification au niveau du béton puis du caoutchouc dur, où est-ce que ça va être obligatoire d'avoir une quantité de litière par-dessus. Donc, béton nu, caoutchouc dur nu, ne serait pas accepté. Il n'y a personne ici qui est obligé demain matin de courir s'acheter. Non, vu qu'on ait un petit peu de litière au niveau de ProAction, tout est correct. OK, parfait. Ces matelas-là aussi, différents types de surface, on sait, ça a un coût. Combien on peut s'attendre à payer là, pour... La variation de coût a évolué beaucoup depuis les années. Ici, je vous ai mis un petit peu un ordre de grandeur, mais
Ça bouge encore puis, avec l'avènement du taux de change américain, on a vu une hausse. Donc, ça peut jouer en 0 peut-être et 500 $. Donc, les tapis de caoutchouc durs pour une stage, oui, c'est par vache. D'un fois, ça se vend par pied linéaire, mais en moyenne, donc on a, vous voyez les catégories à l'écran un petit peu, caoutchouc dur, on part peut-être plus alentour de 75-100 $ en allant vers de quoi qui est un petit peu plus cher au niveau des stands. Est-ce que plus c'est cher, plus c'est confortable? Plus c'est cher, plus c'est confortable. Souvent, on voit peut-être une petite relation, plus c'est cher, plus la surface va être molle. Donc, il y a des nouvelles techniques qui ont été amenées pour apporter plus de mollesse. Mais ça ne veut pas dire qu'au final, que notre vache est plus confortable. OK. Puis est-ce que plus c'est cher, plus c'est durable? Non plus. Plus c'est cher. Puis souvent, on dirait plus que c'est résistant, ça coûte moins cher, ça dure plus longtemps. Plus que on va avoir de quoi qui est flexible, qui est mou, on dirait tendance à penser à ce que ça va avoir une détérioration dans le temps. Donc, on va avoir à le changer au courant de la vie. Parlant de durée de vie, on peut s'attendre à combien? Souvent, là, avec ce qu'on a sur le marché présentement, ce qu'on commence à constater, c'est que soit que la surface se détériore, soit qu'on a perdu la mollesse du départ de notre matelas. Mais environ, on dirait que c'est à peu près comme 8 ans en général, qu'on peut 10 ans quand c'est bon, on peut penser avoir une bonne durée de vie. Donc, c'est à peu près le temps de passage de 2 vaches par une stalle avant de changer notre surface. On a vu au début, quand on a posé la question des types de surface qu'il y a chez les participants du webinaire, qu'il y en avait quand même une certaine proportion qui était un petit pourcentage qui était en litière profonde, sur sable. Si on ne veut pas mettre de matelas, on va vers ces solutions-là. Est-ce que ça permet de rassembler des critères de confort? Les surfaces de couchage en litière profonde, ça peut permettre d'amener de la mollesse, mais ça prend quand même un côté d'entretien qui vient avec. Là, donc, ça veut dire que c'est pas de quoi qui est fixe, c'est de quoi qu'on doit entretenir jour après jour au niveau de la stalle. Puis, il faut essayer de garder ça le plus sec possible. C'est un des défis. OK. Puis c'est envisageable, est-ce que ces solutions-là sont autant envisageables en libre qu'en entravé? Parce qu'on a quand même la majorité qui sont en... Oui, c'est ça. La majorité des logettes profondes, ce qu'on voit, c'est pas mal plus en stabulation libre. En entravé, ça pourrait se faire, mais ça pose quand même des défis, soit des défis de hauteur de mangeoire par rapport à notre surface. Ça pose des défis de mettre la litière dans de la litière ou du sable. Dans une stabulation entravée, c'est pas nécessairement évident. Donc, oui, certains réussissent à le faire, mais c'est pas nécessairement évident en stabulation entravée. Il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution pour chaque producteur. Il y a une solution qui fonctionne avec le type de gestion, le type de table, le type d'animaux. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder et d'analyser qu'est-ce qui peut fonctionner à la ferme. OK. Là, je vais te poser la vraie question que tout le monde se pose. Là, c'est la question qui tue. Fait qu'on s'imagine la boule dans le miroir, comme dans tout le monde en parle. C'est quoi la meilleure surface? La réponse n'est pas évidente. C'est que la meilleure surface, c'est vraiment la surface qui, au final, va nous donner du résultat. C'est-à-dire qu'au final, qui va nous donner les 4 critères qu'on a vus au départ. Donc, les 4 critères de mollesse dans le dérapant. Mais un des premiers critères, je pense, c'est au niveau de la mollesse, c'est la combinaison de notre mollesse de surface plus notre litière. Qu'est-ce qu'on a comme résultat final? Comment on fait pour savoir la mollesse, pour mesurer ça, la mollesse? Bien, la mollesse, dans le passé, ce qu'on voyait dans tout ce qui était études, c'était le fameux test du genou. Le fameux test du genou, c'est de se lancer au sol, se lancer laisser tomber dans une stalle, puis si ça nous faisait mal, ben, que c'était trop dur. Donc, c'est un petit peu objectif de... Oui, on parle d'expérience, puis que je ne fais plus. Trop vieux. Donc, c'est plus se relever après. C'est ça. Donc, au niveau de la mollesse, c'est à peu près le seul indicateur qu'on avait dans le passé.
Dans le présent, maintenant que tu es trop vieux et qu'on le fait plus. C'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est, je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu d'objectivité dans la façon de faire. Puis, il existe des appareils sur le marché pour pouvoir mesurer la compression, soit d'un sol, soit le côté de l'impact du sol. Puis, c'est là qu'on a acheté une machine pour pouvoir mesurer le côté de la mollesse. OK. Tu peux me montrer comment ça marche? Oui, ce que je vais faire, c'est on va regarder un petit peu la technique. Qu'est-ce qu'on utilise présentement? Puis c'est vraiment au début, parce que en production laitière, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça présentement. Donc c'est un début. On commence à avoir des contacts avec des chercheurs pour voir la corrélation que des mesures comme ça soient prises dans une stade. Qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau réel? On va aller voir ça. On va se déplacer. Je te laisse aller montrer ton meilleur ami, l'abeille. Pour ceux qui se posent la question, là, vous pouvez toujours aussi agrandir l'écran si vous voulez voir l'image de la caméra un petit peu plus grande ici, parce qu'on va surtout voir ça. Anne-Marie, vous pouvez cliquer en bas à droite de la photo. Donc, l'appareil, ça s'appelle un Clegg Impact Tester. Ça veut dire que c'est un mesureur d'impact. Il y a un accéléromètre qui est dans le poids. Donc, c'est un poids présentement, nous, ce qu'on a, c'est un cylindre avec un poids de 10 kg qu'on laisse tomber au sol, qu'on laisse tomber sur la surface. Puis, ce que ça nous donne, c'est une valeur de la compagnie Clegg, qui a une valeur, mais ça équivaut à peu près à 10 newtons, pour ceux qui sont plus familiers avec la physique. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va le regarder avec notre tapis de caoutchouc dur. C'est un tapis de caoutchouc, un échantillon de tapis de caoutchouc dur, noir standard. Donc, je ne sais pas si vous allez l'entendre à la maison, là, mais ça fait du bruit. Là. Donc, on a une valeur ici de 27,2. C'est-à-dire que ceux qui sont ici ont pu voir que le sol a frappé un petit peu. Puis on peut le recommencer, mais puis là, on est à 29. Donc, c'est une surface qui est quand même assez dure. Tantôt, on va voir c'est quoi l'ordre de grandeur des surfaces. En moyenne, ce qu'on fait, le vrai protocole, c'est de prendre 5 mesures pour faire la moyenne des 5 mesures. Puis, ça, présentement, on est en train de regarder, voir est-ce que c'est le bon protocole, prendre 5 fois. Mais de façon générale, là, ça nous donne, c'est assez stable là, comme mesure. Ça, c'est le tapis de caoutchouc dur, qu'on a un échantillon là, de tapis de caoutchouc dur. C'est ça. C'est ça. Ici, là, c'est un tapis tantôt qu'on a vu avec Géotextile, donc c'est des grenailles de pneus. Avec ce qu'on a en dessous, il y a un foam entre les deux, entre la toile. Il y a un foam plus les grenailles de pneus. Le sous-tapis, c'est ça. Exact. Je vais juste faire démarrer l'appareil. Puis là, on va laisser tomber notre poids. Puis l'appareil, ce qu'il nous donne, c'est une valeur de 0. Ça veut dire que toute l'énergie a été absorbée par le matelas. Donc, on a un matelas qui est très mou. Puis c'est un matelas neuf. Donc, on a encore une valeur de 0. L'appareil ne veut pas enregistrer de données. Puis, dans d'autres types de matelas, on voit l'échelle qui commence à 2, 3, 4, 5 qui monte. Mais là, ici, on a comme pas les deux extrêmes, là, mais quasiment là, au niveau de la dureté puis de la mollesse d'une surface. Exact. Dans un pâturage qu'on a fait comme test, ce qu'on arrive, c'est vraiment tout le temps des valeurs de 0. Puis plus que l'herbe est haute, plus que c'est mou. Donc, quand on arrive dans un pâturage très ras et en temps de sécheresse, bien là, c'est sûr que ça monte. Ça a monté peut-être à l'entour de 3 au niveau des valeurs. Donc, le comparable, on essaye de viser, pour l'instant, on essaie de viser alentour entre 0 et 3 pour avoir une surface assez molle. On a vu qu'il y a eu plusieurs des participants aujourd'hui qui sont sur béton, qui sont tapis de caoutchouc dur comme
là, la valeur est quand même assez différente. J'imagine que si on rajoute la litière, Exact. ça va améliorer notre chance. Donc, le tapis de caoutchouc dur, on a vu que oui, c'était dur si on avait juste ça. Sauf que ce qu'on a mesuré aussi, c'est l'impact que si on rajoutait de la litière, puis là, je vais en mettre quand même une bonne couche, mais c'est de la litière longue, donc elle est très partout dans une quantité de litière. Puis ici, au final, là, si je l'écrase un peu, ce que j'ai, c'est environ 1,5 pouce, 2 pouces. Ah oui. Donc, on est tombé à 4. Ça veut dire que, vous avez vu, on est passé de 26-29 à 4 avec 2 pouces de litière à peu près. Donc, là, on a vraiment une amélioration au niveau des valeurs. Puis, on le voit quand on commence avec le premier test, le premier lancer du bois, la litière, elle se compacte un petit peu. Puis après ça, on a des valeurs qui sont plus stables. Donc là, on avait 4 qui étaient très mous. On est monté à 6, puis si on le refaisait, probablement que ça... 6,7. On voit que la litière se place. Là. Donc de quelqu'un, exact. Ça fait que, donc les tests, ça nous dit que au niveau de la mollesse, bien, dépendamment de la quantité de litière qu'on met, il y a une grande variation chez les fermes. Je pense qu'il y a des tests sur différents catégories de matelas. Il y a des tests qu'on va aller voir. Exact, on va voir les résultats. On va retourner nous asseoir. On vous laisse prendre une gorgée. On espère que vous êtes bien installés là, avec votre sandwich. D'ailleurs, ce serait le fun si vous pouviez nous dire si vous êtes, où est-ce que vous êtes installés. Êtes-vous à l'étable? Êtes-vous à la table de la cuisine? Êtes-vous avec votre équipe? Ce serait le fun de savoir. Écrivez-nous ça dans la boîte de chat si ça vous tente. Puis n'oubliez pas que si vous avez des questions, ça nous fait plaisir. Il nous reste à peu près 15 minutes. On va essayer de passer notre matériel rapidement. Le temps passe en bonne compagnie. Donc, OK, on disait alors que tu as fait les tests avec le CLEG sur différents types de matières. Les résultats que tu as obtenus. Oui, OK. Donc, voilà. Les résultats qu'on a obtenus, tantôt on a vu on avait 29, 25, 29, on avait 0. Ce que vous pouvez voir dans les catégories, je les passe vite, là, mais dépendamment de la... puis j'ai utilisé les mêmes catégories qu'on a vues au départ, okay. Un peu pour les classifier, pour les faire un petit peu les démêler. Donc on voit dans les surfaces dures 30, 40, 100, c'est dans les surfaces dures, béton et tapis de caoutchouc dur. Ouais. Après ça, on tombe dans la catégorie peut-être plus intermédiaire. Donc, on a des valeurs qui sont entre 0 à 4 et 10. Les mousses, les caoutchoucs souples. On l'a fait dans du sable humide, que la surface était très dure. Puis, dans certains géotextiles. Puis, dans la dernière catégorie, entre 0 et 3, ce qu'on a vu, les pâturages, les litières profondes, tout ce qui était très mou, on avait pratiquement tout en de 0, donc l'appareil, le choc était absorbé par l'appareil. OK. Est-ce que ça veut dire que ceux pour lesquels tu as obtenu une valeur de CLEG les plus basses, est-ce que ça veut dire que c'est les meilleurs matelas? Donc, ces valeurs-là, c'était des valeurs sans litière. Donc, est-ce que c'est les meilleurs matelas? Peut-être pour certains producteurs, oui, mais si on n'a pas beaucoup de litière, je tendrais d'avoir de quoi qui est le plus mou possible. Quand on a une bonne quantité de litière, vous avez vu la différence que ça peut faire. Peut-être que d'avoir un matelas qui est un petit peu plus dur au départ, mais si on a de la litière, ça peut donner le même résultat final, probablement pour les années. Point de vue mollesse. Point de vue mollesse. Okay. On a Marie ici, je pense qu'il y a une question, un commentaire à nous partager. Des commentaires de nos participants. Alors, on a Darcy qui est confortablement dans son bureau et Yannick qui est confortable dans son pyjama à la maison. Oh, ben salut Yannick et Darcy. Super.
Bon, puis si on peut avoir une photo du pyjama, ça serait super aussi, là. Pas de gêne, hein? On est en famille. Donc, OK. Fait que si j'en conclus, quel est le meilleur matelas, point de vue mollesse? C'est celui, à quelque part, qui a le plus de litière. Donc, le meilleur matelas, c'est celui qu'au final, comme je disais, faut que ça donne le résultat final. Il faut que ce soit mou, les 4 caractéristiques. Mou, antidérapant, non abrasif, sec. Donc, le meilleur matelas pour une ferme n'est pas nécessairement le meilleur matelas pour quelqu'un d'autre. C'est ça, puis ça dépend, j'imagine aussi, là, au moment où on est prêt à faire l'achat d'un matelas, ça dépend de plein d'autres paramètres. Si on choisit de payer un petit peu moins, mais de mettre plus de litière parce qu'on a de la litière disponible. Dans le fond, ça revient. Souvent maintenant, mais souvent je me fais poser la question peut-être 2 fois par semaine, c'est quoi que je devrais acheter. Mais je pars toujours avec la question combien de litière, quel entretien vous pouvez faire, êtes-vous dans les temps, vous n'êtes pas souvent dans les temps. Donc on arrive avec une gamme ou un choix de matelas qui fonctionne un petit peu mieux pour telle ferme et moins bien pour d'autres. OK. Fait que si on dit que le meilleur matelas, c'est celui qui a assez de litière pour rassembler les 4 critères, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'aspect humidité et tout ça, combien de litière ça nous prend? Au niveau de la quantité de litière, comme on l'avait vu tantôt, j'ai mis environ 1,5 pouce, 2 pouces. J'ai fait quelques tests avec la même machine, puis j'ajoutais des quantités de litière. Dépendamment du type de litière, je l'ai fait avec la paille hachée, de la paille longue, avec la rip. Donc, vous voyez à gauche l'unité, la valeur de Clegg. À chaque centimètre que j'ajoutais la litière, vous pouvez voir l'amélioration où on s'en va vers le 0. C'est s'en aller jusqu'à 0. Puis ça a donné en l'entour de 8 cm, ça faisait 3 pouces de litière. Ici, j'étais en dessous d'une surface de béton. Donc, je voulais juste voir l'impact de la litière, qu'est-ce que ça donnait. Puis, c'est juste de prendre en considération aussi que la litière est très sèche. En situation réelle, à la ferme, il y a certaines litières qui sont humides, puis on voit qu'elles sont un petit peu moins molles qu'une litière sèche. À cette étape-ci, on voulait aller questionner les participants, savoir là, combien il y a de temps, mais je pense que question de temps, on va peut-être sauter cette question-là. Pardon? Ah oui? Ah oui? Ah, bien, Caroline, on a le temps en masse, j'étais quasiment prête à partir, moi, là. Bon, ben, on va aller le savoir d'abord, on va vous poser la question. Alors, la question est, combien, oui, le diapo se change, là. Anne-Marie, oui, OK. Combien est-ce qu'il reste de litière dans les stalles de vos vaches ou les logettes avant d'en rajouter? Fait qu'on pose la question ici parce que c'est pas quand on vient juste d'en mettre, mais avant d'en rajouter la prochaine fois, là, combien il y en a resté? Parce que normalement, donc, ce qu'on veut, c'est comme la pire situation, mais la situation la plus basse dans votre temps. OK. Est-ce que c'est moins de 2 cm ou pour les vieux comme Steve, moins d'1 pouce? Non, c'est pas vrai, c'est en centimètres. Entre 2 et 5, entre 5 et 8 cm, entre 8 à 10 cm ou plus de 10 cm. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. C'est pas nécessairement évident à évaluer la litière qui est égale partout. Non, parce que souvent, c'est plus en poids, hein, qu'on calcule combien on en met. Puis pourquoi, là, on est plus en épaisseur? Parce qu'on voit de plus en plus dans les études des kilos, dire combien de kilos je rajoute par jour, souvent ils s'en ramassent dans le dallo et en tombent à côté. On ne sait pas vraiment la quantité de litière qui reste en dessous des animaux. C'est que, et on voit au niveau de l'impact, au niveau de la mollesse, puis même des blessures, que l'épaisseur sont plus un bon indicateur que des kilos rajoutés dans une stade. J'imagine que selon le type de litière aussi. Exact. Comparer des kilos de litière de rip versus des kilos de litière de paille, puis paille longue, c'est pas le même volume, c'est pas le même. Ils n'ont pas la même densité. Okay. Fait que ça nous fait une référence uniforme. Alors, évidemment, ici, on a la moitié qui sont à moins de 2 cm parce que ça représente, vous avez été honnête, c'est bien. On a 41 qui sont entre 2 et 5 cm et puis aucun entre 5 et 8. 5 entre 8 et 5 plus de 10, ça représente aussi une litière profonde. Plus de 10, c'est litière profonde. Donc, c'est à peu près ça qu'on voit aussi, en moins que 2 cm, 2 pouces. On va voir tantôt, le défi, c'est de la garder dans notre stall, c'est pas nécessairement évident. OK.
Là, on s'est dit, bon, OK, une surface confortable, ça rassemble nos fameux 4 critères. On a mesuré la mollesse, on sait qu'on est capable d'offrir de la mollesse, de rassembler nos 4 critères de la litière, mais en bout de ligne, est-ce qu'on est capable de voir l'impact à l'échelle de la vache? Oui, au niveau de l'échelle de la vache, puis au niveau du temps de repos, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on avait une étude qui date de 2004, je crois. Puis c'était déjà des stalles avec un matelas de base. Puis souvent, ce qu'on entendait dire, c'était une fois que j'ai mis un matelas, ça fait rien, de litière, j'ai déjà atteint mon confort maximal. Cette étude-là, ce qui nous a fait voir, c'est j'avais pas de litière, j'ai rajouté 1 kg, puis ici c'était de la RIP, où j'ai rajouté 7,5 kg, qui voulait imiter un petit peu une litière profonde. Puis on voit tout le temps en augmentation au niveau du temps de repos des vaches. C'est-à-dire qu'une stalle sans litière, on dirait même qu'elle n'est pas invitante pour une vache. Elle va aller se coucher, mais du moment qu'on rajoute un petit peu de litière, les vaches vont avoir un petit peu de temps de repos meilleur. Plus qu'on en rajoute, plus que le temps de repos augmente. OK. Mais 7,5 kg, là, on voit ici qu'à 7,5 kg, le temps de repos, il était plus élevé. C'était quoi les, bon, mettons, c'était à peu près... de corps entre les deux. Mais 7,5, ça peut être gros, on pense, mais juste en rajouter un petit peu, on voit une augmentation, une amélioration au niveau du temps de repos. Puis, on ne le voit pas à l'écran. Anne-Marie, j'essaie de changer la diapo. Donc, ce qu'on voit, c'est à chaque kilo qu'on rajoute, soit de la RIP ou soit de la paille, on commence à avoir des augmentations au niveau du temps de repos. 3 minutes pour la RIP, puis 12 minutes pour la paille. Donc, on voit quand même une tendance d'amélioration du confort. OK. Fait que si on voit quand même des améliorations sur le temps de repos avec des plus petites quantités comme ça, est-ce que c'est encore plus marqué sur des surfaces de sable ou de litière profonde? On peut-tu présumer ça? C'est sûr qu'au niveau des litières profondes, ben, le temps de repos peut être est amélioré. Puisqu'on a une étude récente, c'est 2016, c'est vraiment... C'est été utilisé encore avec les 240 fermes, on a une amélioration d'une heure, presque 1h30, quand on y va avec des poids qui est mou, c'est-à-dire litière de sable versus des matelas standards, d'autres types de stalles. Donc, ces deux catégories-là, sable ou litière profonde, on améliorait le temps de repos en stabilisation de la vie. OK. OK. Donc, OK, on améliore le temps de repos avec plus de litière. Fait que la clé, c'est juste plus de litière? La clé, c'est oui, plus de litière, mais plus de litière sèche aussi. Donc, oui, c'est beau rajouter de la litière pour avoir des litières profondes, mais quand on laisse le choix aux vaches, on a des stalles qui sont moins bien entretenues, plus humides. On voit en stabilisation libre aussi, c'est des stalles qui ne sont pas invitantes. La vache, ça ne veut pas aller se coucher du moment où c'est humide. Puis on peut penser que ça peut ressembler le même comportement en stabilisation entravée. Une vache qui va se coucher dans l'humidité. Si elle n'a pas le choix, elle va le faire, mais si elle a le choix, elle ne le fera pas. Donc, exact. C'est que ce qu'on voit dans l'étude, c'est une litière de vouloir rajouter de la litière, mais si on l'entretient moins bien, on voit qu'on a une détérioration entre la litière sèche et la litière humide. Puis là, dans cette étude-là, c'est peut-être extrême, mais on avait 5 heures d'écart entre les vaches qui avaient des litières sèches versus des litières qui étaient très humides. Ça, c'est sûr que c'était de la litière très humide, mais on voit la préférence vraiment des vaches pour d'être couché un petit peu comme nous autres, dans un lit qui est mou et qui est sec. OK. Fait que je pense que ton plaidoyer en faveur de la litière est assez clair, mais la litière, ça a un coût, ça implique de la manutention, ça peut impliquer des effets néfastes sur notre gestion de la litière. Est-ce que n'importe quelle litière, puis toute quantité, toi, tu vas dire plus c'est mieux? Non, ben, je pense que c'est toujours de partir d'où est-ce qu'on est au niveau de notre mollesse de base. Puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'il faut rajouter au niveau de notre entretien de litière. Mais dépendamment du type de litière, puis il y en a plein sur le marché, je pense que les choix sont assez grands pour
améliorer la situation à la ferme. Donc, on a différents types. Puis, plus communément, on voyait les paires de céréales, les rips, mais on voit grandir un petit peu une variété à cause de la disponibilité du coût, une variété de types de litières. Puis, je pense que il faut prendre en considération notre accessibilité au type de litière, à son coût, mais aussi à notre système d'entreposage de fumier. Je pense qu'au Québec, on a été édité au niveau de nos constructions de bâtiments qui étaient en fonction environnementale, en fonction de entre autres de nos fosses à fumier, nos manières d'évacuer le fumier va avoir une grande importance sur le choix de la litière et sur la quantité qu'on peut le mettre aussi. OK. On sait que le sable, ça peut être notre... C'est connu comme étant un peu le gold standard des types de litières qu'on peut avoir en étable, mais en même temps... le sable, vraiment au niveau du temps de repos, c'est prouvé, au niveau de croissance microbienne, c'est super bon. En autant qu'il est sec. Mais il y a des contraintes quand même à avoir du sable. Tant au niveau de l'usure, je pense que c'est moins pire que ça a déjà été. Les équipements sont plus adaptés. Au niveau de la manutention, de manipulation, le système d'évacuation de fumier. Donc, oui, c'est un beau concept, mais il faut quasiment avoir pensé notre bâtiment d'étable au départ en fonction de ça. OK. Juste une parenthèse sur le sable, on n'a pas, au Québec, on n'a pas partout la bonne granulométrie de sable. Soit que le sable est trop grossier, soit qu'on a des roches un petit peu trop grosses, ou qu'il y ait trop de matière organique aussi, qui fait qu'il va retenir l'eau. Donc, juste un bémol un petit peu sur le sable. Oui, c'est super bon, mais il s'agit d'avoir le bon sable. Justement, à la page 14 du guide, tel qu'il est indiqué sur la diapo, vous avez les avantages, les caractéristiques, disons, des différents types de litières. Et au tableau 3.2, vous avez les références des granulométries standardisées selon le CSA Mortier. Ça peut vous donner une référence. Là, autrement dit, même si on a du sable vert, c'est pas il y a certaines régions qui sont plus privilégiées que les autres en termes de qualité de sable pour servir comme litière. OK, parfait. Bon, fait qu'au-delà du sable, là, il y a quand même une panoplie de possibilités. Et puis, si on regarde en stabulation, en travée, on a vu que des options litières profondes, c'est peut-être plus ou moins adapté, mais qu'est-ce qui pourrait être une façon de s'assurer qu'on a en masse de litière? Le défi en stabulation en travée, c'est de garder la quantité de litière. Si on a une surface qui est moindrement dure et qu'on peut améliorer ça, mais il faut rajouter de la litière. Puis, pour rajouter de la litière, mais il faut qu'elle reste en dessous des vaches si on ne veut pas se tanner. Puis ici, on a un exemple de ferme. On va prendre la ferme Beaufranc. C'était une ferme qui, au départ, a participé à un projet de recherche. Puis, ont eu le constat que leurs animaux, comme on a fait au premier webinaire, le constat c'était qu'il y avait plus de blessures, il y avait plus d'enflures que la moyenne. Au genre, puis un petit peu au genou. Mais donc, c'est pas qui est tracassé, c'est-à-dire qu'on a quand même des stalles qui ont du bon sens. C'est-à-dire qu'on a des stalles qui avaient quand même du bon sens au départ, puis ils mettaient passablement de litière. Sauf que la litière ne restait pas en dessous des vaches. On peut voir sur la photo qu'il y a certaines vaches où est-ce qu'on a de l'usure. Mais comme tu dis, ça n'a pas l'air complètement inconfortable. C'est ça, il y a des étapes qu'on voit que c'est pire que ça, mais on a quand même de l'usure qui arrive au jarret. Les matelas n'étaient pas vieux, il y avait 1 an ou 2. Les stalles avaient été refaites au niveau de la largeur, au niveau de la longueur. Donc, tout était là pour améliorer le confort, mais on voit quand même... puis ce constat a été fait aussi avec son médecin vétérinaire. De voir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre façon de faire chez nous. C'est quoi qui ne fonctionnait pas en tant que tel? D'un peu, étant donné que tout semblait correct au niveau de ce qu'il voulait améliorer, c'était au niveau de la mollesse, de l'usure, de la stalle. Donc, il voulait garder plus de litière dans une stalle ou rendre de quoi qui est plus mou, qui est plus doux au niveau de la stalle. Qu'est-ce qui s'offrait à eux comme panoplie de solutions? De panoplie de solutions, il y en a un peu en stabulation entravée, mais on tombe limité assez rapidement. Ils ont pensé, étant donné qu'ils avaient vu des résultats super beaux avec du sable en stabulation libre, de penser de mettre du sable en stabulation entravée. Sauf qu'en étudiant les pour et les contre, mettre du sable en stabulation entravée, je trouvais ça un petit peu pénible.
Mais la dernière solution qui est arrivée comme consensus, c'est d'essayer de rajouter un garde-litière, c'est-à-dire de pouvoir avoir de quoi qui retient la litière en arrière pour la garder en dessous de la stalle et non pas dans le dallo. Parce que dans leur journée, ce qu'ils notaient, c'était de ramasser toujours la litière qui était belle, qui était dans le dallo, et de la ramener en dessous des vaches. Mais le garde litière, ça amène des contraintes point de vue nettoyage. Oui, le garde litière, puis le garde litière qu'on voyait dans le passé, plusieurs personnes les ont enlevés. Parce qu'ils trouvaient que c'était plus un garde fumier qu'un garde litière. Donc, le côté nettoyage, le côté somatique, qualité du lait était compromis dans le passé. Puis, souvent, c'était fixe, c'était pas démontable. Donc, le nettoyage très dur à faire. Fait qu'eux, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils n'aimaient pas, c'était le côté fixe. Ils ont mis des gardes litières qui étaient amovibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent enlever. C'est un tuyau de 3 pouces. Ça peut être un tuyau de 2 pouces. Eux ont pris un tuyau de 3 pouces pour rajouter 3 pouces de litière par-dessus leur matelas. Par-dessus le matelas. Ils ont laissé les matelas là, ils n'ont rien changé. Puis la façon le plus simple, c'est qu'ils ont rajouté un garde litière pour pouvoir garder la litière par-dessus le matelas. Puis je pense qu'un des secrets pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il faut que la stalle soit remplie de litière. Donc, je pense que c'est ce qu'on avait fait comme erreur dans le passé, d'avoir des gardes litières, mais qu'on avait un peu de litière, mais c'était pas mal plus des gardes, étant donné que les stalles étaient très dérapantes, le garde litière, dans le passé, il servait pour aider au lever des vaches, puis il y en avait qui trouvaient que ça avait amélioré la situation, mais au niveau de propreté, c'était moyen. Donc, ceux qui viennent à bout d'avoir une stalle quand même passablement propre, c'est que la litière la stalle est pleine de litière, on ne voit plus de tuyaux. OK. Puis ça, ils ont trouvé ça où? Ça existait, des gardes litières amovibles? Non, en tout cas, à ma connaissance, je n'en avais pas jamais vu qui était amovible. Puis, entre autres, eux, c'était pour la facilité de nettoyage qui voulaient avoir ça. Fait qu'ils l'ont inventé. Ils l'ont inventé, c'est ça. C'est eux qui l'ont fait faire dans une... Ils ont pris l'idée, ils l'ont fait faire dans une machine shop, dans leur coin. Puis depuis quelques temps, on commence à avoir des idées originales au niveau des gardes litières. C'est ça, on en voit quand même considérablement circuler sur les médias sociaux. C'est une bonne façon de s'informer aussi. Dans leur cas, à eux, ça ressemble à quoi l'entretien maintenant qu'ils ont ce système-là? Ben, eux, c'est sûr que ça n'a pas changé beaucoup dans leur façon de faire d'avant. C'était des gens qui, quand même, ils mettaient passablement de litière, mais en ajoutent environ une fois par semaine de la nouvelle litière. Pour une fois par jour, puis ils nettoient une fois par semaine ce qui peut être humide. Donc, certaines vaches, puis quelques pourcentages de vaches qui tiennent plus humides, eux sont vraiment nettoyés en profondeur peut-être une fois par semaine. Puis, ils replacent environ, c'est des gens qui ont 3 ou 4 fois par jour aller replacer la litière parmi les vaches. Fait que les gardes litières, là, ça, là, qui font un gros nettoyage, après ça, c'est comme 4 fois par année qu'ils enlèvent ça. Oui, ceux qui veulent faire un gros nettoyage, mais au moins tu peux l'enlever puis pouvoir faire ta désinfection pour ton nettoyage. Mais un garde litière, comme ça, tu parlais d'humidité, est-ce que ça ne garde pas justement les liquides emprisonnés dans la stalle? Oui, parce que l'idée, c'est de faire un bon tapis, un bon matelas, puis des fois, les liquides viennent à bout ont de la misère à passer en dessous. Il y en a qui vont laisser un jeu entre le tuyau pour pouvoir laisser passer les liquides, mais quand ça devient très compacté, dans certains cas, on voit que les liquides ne passent plus entre l'espace qui a été laissé. Quel type, là, on voit ici sur l'image, c'est de la paille. Pourquoi eux, ils ont choisi la paille? Eux, ils avaient déjà la paille longue. Puis ils l'ont fait avec un mélange de paille et rip au départ, parce qu'ils trouvaient que la rip mêlée avec la paille, c'était un bon matelas le dessus. Puis par-dessus, ben, ils faisaient juste rajouter de la paille neuve. Donc le renouvellement se faisait avec de la paille neuve, mais le fond était fait un mélange. Puis on changeait en arrière, quand ça devenait humide, l'odeur de la rip humide, ils n'aimaient pas ça. OK. Puis est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils ont vu ils partaient d'un constat de blessure au jarret? Donc les résultats dans cette ferme-là ont été assez bons. Pas longtemps après l'ajout
de paille de plus. On a vu, on voit les vaches qui sont couchées. Où est-ce qu'il y a un garde litière, les vaches sont couchées plus que les autres. On le voit sur cette diapo-là. Là, on voit qu'ils ont essayé une section au départ, puis on voit que les vaches sont couchées au départ, c'est toutes les vaches. Vraiment, ça coupe au couteau. C'est les vaches où est-ce qu'il y avait un garde litière, puis la rangée de vaches qui est debout, c'est nos vaches qui n'ont pas de garde litière. Donc, on a vu une amélioration du coucher dans cette norme. Puis, au niveau des blessures, après seulement 3 semaines, on commençait à avoir des vaches qui étaient blessées au niveau des jambes. On commence, vous voyez sur la photo, on commence à avoir une amélioration au niveau de la repose du poil qui était déjà là. Sauf que la régie, la façon de faire de cette ferme-là concordait avec ce type de système. Ils ont atteint leur objectif, ça a coûté combien? Environ, je dirais en grosso modo, là, ça peut être entre 14 et 16 $, linéaire pour fabriquer leur garde litière en aluminium, mais ça peut être fait en n'importe quoi d'autre aussi. C'est ça, puis c'est comme on disait, finalement, après ça, l'idée du garde litière a été utilisée puis adaptée selon les différents systèmes dans différentes étapes. Donc, c'est qu'une option. Ça, c'est en stabulation entravée. D'ailleurs, si vous voulez voir, là, nous, on vous a raconté un petit peu l'histoire de ce qui s'est fait à la ferme Beaufranc, mais on a une capsule vidéo qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne Valacta, où est-ce que vous pouvez voir les producteurs de la ferme Beaufranc vous expliquer eux-mêmes quel a été leur processus, comment ils ont procédé. On va déposer également la vidéo sur le site des webinaires là, cet après-midi. Ça, c'était un exemple en stabulation entravée. Maintenant, peux-tu nous présenter une solution en stabulation libre? Un autre cas en stabulation libre, c'est le cas de la firme Irma qui, au départ, eux, étaient dû pour changer le tapis, leur matelas, puis ils voulaient avoir une solution qui, c'est des producteurs qui ça leur tentait plus de changer tout le temps, renouveler leur matelas. Donc, ils cherchaient une solution qui était quand même flexible, qui était flexible et durable. Donc, ce qu'ils ont opté, eux, c'est de s'en aller en stabulation libre en litière profonde. Donc, il a fallu qu'ils enlèvent leur matelas, puis creuser le logette, recouler du béton, puis pour faire vraiment une cuvette dans leur stalle, au niveau de la stalle profonde. Puis vous voyez un petit peu le modèle qu'ils vont utiliser. C'est le modèle qui est un petit peu enseigné à l'Université du Wisconsin. Donc, c'est environ un trou de 8 pouces, où est-ce qu'on peut rajouter soit de la litière, soit du sable. Puis en avant, on fait j'ai le terme en anglais, la board, mais l'arrêtoir pour empêcher que les vaches avancent. Ils l'ont fait en béton. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais eux, ils ont fait ce modèle. Puis comme vous pouvez voir, les logettes, si on s'en va en sable, en litière profonde, s'ils ne sont pas bien entretenus ou bien maintenus, s'ils sont humides, il était noté qu'on pouvait couper environ d'1 heure le temps de repos. Oui, on gagne, mais il faut quand même que la gestion vienne après. OK. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre, eux autres, justement, parce que là, il y a tout aussi la gestion microbienne, etc. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre comme litière? Le concept de base, c'est un petit peu ce qui vient d'Europe, c'est un mélange de chaud-paille. Dans leur cas, eux, il y avait de la paille de soya qui était disponible, ils ont utilisé le mélange de paille de soya et chaud. La paille de soya, oui, elle a des avantages, mais elle peut avoir des inconvénients aussi, parce que du soya ou tous les résidus de culture qu'il peut y avoir dans un champ, on peut ramener sur des moisissures, soit de la terre. Donc, c'est quand même c'est bon, mais il y a quand même un petit facteur de risque. Et puis, excuse-moi, mais le soya, c'est quand même assez... Le soya, c'est piquant, c'est comme du bois. Eux, dans leur situation, ils ont même acheté une machine pour le moudre, pour le rendre plus fin encore. Donc, c'est un genre de boulot qui le fait encore. Quand on le prend dans nos mains, il est vraiment plus piquant, il est vraiment plus souple. OK. Puis, ils mélangent ça avec de la chaux. Ils font ça dans leur mélangeur RTM. Donc, ils mélangent, ils font des batchs de mélange de chaud-paille pour leur litière. Fait que là, dans leur logette, ils ont leurs matelas qui sont restés là, les vieux matelas. Puis là, pour constituer le fond... Non, ils ont tout enlevé. Ils ont recreusé.
mais ils ont juste rajouté un fond de litière qui est avec une proportion plus grande de chaud dans le fond. Plus d'eau, plus de chaud, pour que ça tienne là en place. C'est la difficulté des logettes profondes, c'est que la litière reste en stable. On dirait que les vaches, quand ils tombent dans ce système-là, ont tendance à vouloir creuser des trous puis à jeter en arrière. Mais d'avoir un matériel pour le fond qui est vraiment fileux et qui se tient ensemble, je pense que c'est une des clés aussi. C'est ça qui veut constituer Le matelas en tant que tel, puis il est vraiment compacté avec une plaque vibrante pour faire un fond qui est vraiment stable. Après ça, il y a une couche dessus qui est ajoutée, environ 1-2 pouces, qui est rajoutée de façon plus souvent. À tous les jours, là, dans le fond, ils rajoutent un peu de... À toutes les semaines, ils rajoutent, une fois par semaine, ils rajoutent de la litière neuve, donc une bonne couche. Mais à tous les jours, quand ils vont faire la traite, c'est un trou avec une stablation libre avec salle de traite. Quand les vaches sont parties à la traite, il y a quelqu'un qui passe pour placer la litière 2 fois par jour. Fait que ça, ce qu'on voit sur la photo ici, c'est pas ce qu'ils font tous les jours. Non, là, c'est ce qu'ils font à peu près une fois ça par c'est semaine. rajoute de la litière. Le mélange de litière, la recette qui est sur le dessus, ils le rajoutent une fois par semaine. Puis eux autres, dans le fond, le fait d'ajouter de la chaux, ça fait qu'après, cette chaux-là va être utile au champ aussi. C'est ça, eux, dans leur calcul, c'est que cette chaux-là, souvent, ils l'utilisaient juste pour leur maintenance de programme de culture. C'est la même chose qui est utilisée dans leur champ. Ça prend de la chaux fine, par exemple, qu'elle absorbe de l'humidité. Puis cette chaux-là est retournée dans leur champ, donc au niveau de leur pH, il n'y a pas trop de problème au niveau du plan de culture. Est-ce que ça a marché du premier coup? Non, la plupart qui vont utiliser ces concepts-là, souvent, c'est de l'essai-erreur, c'est le mélange idéal pour tel type de ferme, puis tel type de litière. Puis là, je m'en vois de plus en plus, puis dépendamment du type de litière, c'est pas toujours le même mélange. Plus de chaud, moins de chaud, plus d'eau, moins d'eau. Donc, il y a quand même une période d'adaptation pour trouver la bonne recette. Fait qu'à la limite, on peut l'essayer pour un certain nombre Oui, de puis dans logés. le changement, ce que je conseille, c'est de ne pas le faire quand on est capable, c'est de ne pas le faire pour l'ensemble du trou. Parce que souvent, il y a toujours un ajustement. On va le voir dans le prochain webinaire, au niveau même des ajustements des stalles. C'est d'essayer sur un groupe d'animaux restreints, puis après ça, de trouver notre recette, notre façon de faire, puis après ça, l'appliquer pour le reste du troupeau. Parce que c'est ça qu'ils ont fait chez eux, justement. Oui, c'est vraiment, ça a pris quand même un bon bout d'essai-erreur, même au niveau de la finesse de hachage de la litière. Ils ont travaillé pas mal pour trouver la bonne façon de faire. Puis, il était pas mal dans les débuts, il n'y a pas personne qui faisait ça à date. Comment les vaches ont réagi? Là? Il y avait quelques logettes de changement. Exact, eux, ils ont fait une partie de l'étable, mais ils se sont dépêchés à faire le reste parce que les vaches étaient en stablation-là, puis les vaches se battaient quasiment pour prendre les places qui étaient refaites, les places qui étaient plus confortables. La compétition. Oui, la compétition a augmenté beaucoup, donc ça a changé un petit peu le plan parce qu'ils avaient pensé faire ça de façon graduelle, mais on est obligé de le faire un petit peu plus de façon accélérée. Les vaches leur disaient qu'ils s'en allaient dans la bonne direction. Oui, c'est ça, ils l'ont vu. Fait que dans les impacts positifs... L'impact positif, au niveau des blessures, ce qu'il y avait vu, c'est probablement au niveau du temps de repos, ça a augmenté beaucoup par rapport à avant. L'incidence de boiterie a diminué drastiquement. Puis au niveau des cellules somatiques, l'entretien est quand même bon. Puis il se maintenait toujours entre 100 et 150, 150 000 cellules somatiques. C'était à peu près ça. Au niveau de leur qualité de lait, c'était correct. Ce qu'ils ont vu, c'est au niveau des blessures aux oreilles puis de la boiterie. Puis, un coup de coucher. Exact, plus de temps probablement couché. Les stages sont invitantes. Puis, ce qu'ils notaient, je pense aussi, c'est la qualité de traite des vaches qui était, on dirait que les vaches étaient plus calmes, les vaches au niveau de la traite, ça allait mieux. Okay. Donc, dans ce cas-ci, également, pour la ferme, vous allez pouvoir retrouver leur témoignage directement de leur part sur YouTube et sur le site de Dairy Knowledge où vous êtes inscrit pour le webinaire. Ce sont des exemples, encore une fois, je pense que le message ici, c'est deux exemples vraiment utilisant la litière, mais je pense que l'idée, c'est plus de rendre une stalle qui est confortable, qui est molle, qui est sèche, peu importe le moyen qu'on va prendre.
Je pense d'essayer de viser ce but-là, puis pour avoir le plus d'impact possible. Mais le message n'est pas vraiment d'utiliser 8 pouces de litière pour tout le monde. Fait que, ben, justement, là, ici, là, je pense qu'on comprend que l'idéal, ici, c'est d'avoir les matelas, si on choisit les matelas, mais en tout cas, d'avoir la surface qui ressemble tous les critères de confort. Ça peut impliquer la matelas, ça peut impliquer la poussière, ça peut impliquer des changements. Mais en bout de ligne, est-ce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est des entreprises, est-ce que ça va être rentable de faire ces changements-là? C'est ça. En bout de ligne, ce qu'on veut, au niveau de on veut avoir moins de blessures, on veut avoir probablement un taux de remplacement ou d'éliminer des vaches qui sont prématurées, on voudrait en avoir le moins possible. Puis, ce qu'on veut avoir, c'est un gain souvent aussi en productivité, en quantité de lait. Puis, selon les études, la tendance, c'est que ça semble attendre dans ce sens-là au niveau de la recherche, en améliorant la surface de couchage. Est-ce qu'on pourrait avoir, maintenant, un exemple d'offre de grandeur? Je peux donner une idée. Oui, mais on a développé c'est sûr qu'au niveau économique, il n'existe pas grand-chose. Au niveau d'amélioration du temps, amélioration du logement, il n'existe pas grand-chose pour dire, oui, vraiment, au niveau économique, on a vraiment un gros gain. Ce qu'on a à date au niveau de la recherche, pour pouvoir tirer des conclusions générales, pour dire que ça peut fonctionner pour la majorité des gens, ce qu'on a souvent, c'est des OK, ça a baissé en blessure, le comportement n'est pas pareil, mais on n'a pas beaucoup de données, de lier ça avec des données économiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentré ça dans un petit logiciel, juste pour voir si on améliore notre mollesse, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact au niveau de notre temps de repos, parce qu'au niveau de nos indicateurs, on sait que le temps de repos, si on augmente d'une heure, ben, on a peut-être des chances d'augmenter notre quantité de production de 1,7 kg. On l'a augmenté, puis au niveau de notre réforme aussi, on pourrait baisser un petit peu. OK. Fait que ça, c'est la ferme d'un océan à l'autre. Donc, ici, on a pris sur la moyenne à peu près canadienne. Ça a donné comme ça. Donc, environ 84 kg de quota, 9300 kg de lait, 4 de gras, 3,3 en protéines. L'âge au bel-âge, 26 mois. On avait presque 40% de vaches en troisième lactation et plus. Puis un taux de réforme moyen qui est environ 36%. Donc ça, on a mis ça dans le modèle. Puis on est parti de là, puis on a dit, OK, on va essayer d'améliorer notre confort, notre taux de mollesse de la stade, en sachant ce qu'on a au niveau de la littérature. OK. C'est quoi le taux au niveau de la littérature qui permet de transformer ça en dollars? Au niveau de la littérature, on a environ 1,7 litres de lait, puis c'est à peu près le seul chiffre qu'on peut présentement s'attacher avec au niveau rentabilité. C'est sûr qu'il va en venir dans les prochaines années, mais présentement, c'est celui-là qu'on a. Donc, si on augmente notre temps de repos, ben, on peut penser avoir un gain de production. OK. De l'ordre de 1,7 kg de lait par vache. C'est ça qu'on a utilisé pour le calcul ici de la ferme d'un océan à l'autre. OK. Qu'est-ce que ça donne? Donc, au niveau de notre simulation, ce que ça a fait à 1,7 litre de lait, c'est qu'on estime à peu près une augmentation de production de 800 kg par vache par année. Juste avant, qu'est-ce qu'on a fait comme changement? Le changement en tant que tel, c'est là, on y était avec le maximum. C'est-à-dire, on a mis des matelas à 400 $, plus on a rajouté 1 kg de litière de plus qu'on mettait avant. Donc, on a mis des matelas plus encore un peu plus de litière que ce qu'on avait avant. Comme vous pouvez voir, c'est à peu près un investissement dans cette ferme-là d'environ 37 000 $ d'investissement pour un troupeau de 60 vaches. Plus que, d'autant plus que le coût de la litière, ici, on le calcule par année. Exact, c'est ça. La litière, c'est par année. Donc, l'investissement qu'on a, calculé sur un temps de dépréciation des matelas d'environ 8 ans qu'on a pris. On ne l'a quand même pas exagéré, mais c'est 8 ans, c'est pareil qu'on voulait les amortir sur cette période-là. Donc, on a un investissement de départ. Ensuite, on a ce que ça nous donne, qu'on pense que ça pourrait donner comme résultat. Donc, une augmentation de production. Basé sur le 1,7 kg. Exact. Plus ce que ça fait de l'augmentation de production. Puis, étant donné que là, on l'a fait à constant, ça veut dire qu'on ne change pas le niveau de production de la ferme.
cause que le quota est limité. Donc, ce que ça a comme impact, si les productions augmentent, on a besoin de moins de vaches. Ça avait quand même un impact assez grand au niveau de la quantité de vaches, -7. Puis un petit gain là, au niveau de la longévité, étant donné qu'on a moins de vaches à réformer. Donc, on a un petit gain au niveau de vaches qui vont durer 3e lactation et plus. Sauf qu'on n'avait pas de données au niveau de la réforme scientifique. C'est-à-dire il va y avoir moins de réforme à cause de l'amélioration des blessures aux jarrets ou des blessures aux genoux. On fait-tu de l'argent? Donc, l'investissement de départ du 34 000 de matelas plus rajouter de la litière, quand on le compte en tout, le fait d'avoir cette marge de moins, puis même là-dessus, on a inclus aussi un changement au niveau du besoin d'animaux de remplacement. C'est-à-dire la grosseur du trou en tant que tel, le besoin est moins grand. On arrive à 14 000, 15 000 de bénéfices par année, par après. Net. Fait qu'à chaque année, ça serait ça notre bénéfice basé sur les la simulation s'avère réelle, c'est ça qui se passe dans la ferme. OK. Fait que ça pourrait s'avérer un investissement rentable selon... Oui, c'est ça. Puis dans les faits, quand on regarde des fermes qui ont fait des changements, souvent, ce qu'on entend, c'est vraiment un lien direct qu'on a une augmentation. C'est assez rentable de travailler au niveau de la surface de couchage. C'est encourageant. On a vu aujourd'hui, dans le fond, que de travailler sur la surface de couchage, ça nous permet d'avoir un impact principalement, selon ce qui est étudié dans la littérature, sur les blessures, sur le temps de repos, potentiellement, justement, sur l'augmentation de production. Puis, si on se rappelle du webinaire numéro 1, aussi, l'objectif en bout de ligne, c'est une amélioration de la longévité. Donc, tout ça est lié ensemble. C'est probablement une bonne piste de travailler sur cet aspect-là. Mais par contre, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution miracle, il y a une solution unique pour tout le monde. Je pense que c'est d'analyser la situation de chaque ferme. Puis, mais il existe des solutions. Ça veut dire qu'on n'est pas. On a une possibilité d'améliorer la situation quand on a une situation qui n'est pas correcte. Parce qu'on sait aussi, parce qu'on a mesuré dans les études qu'il y a des étapes, ça fonctionne bien. L'idée, c'est d'aller voir ce que d'autres font, puis de prendre les trucs, puis d'adapter un peu chacun. Ça conclut ce qu'on avait préparé pour vous pour ce qui est des messages sur la surface de confort. Si vous avez des questions, vous pouvez les acheminer à Marie via la boîte de chat. Pendant que vous faites ça, on va vous donner un petit devoir d'ici le webinaire numéro 3. Qu'est-ce qu'on fait faire à nos participants cette fois-ci? Ce qu'on veut faire, c'est de donner un petit peu une idée de est-ce que mes vaches, parce que le thème du webinaire 3, ça va être l'espace, l'environnement de la vache en tant que telle. On a travaillé de la surface de couchage, ça va être plus l'espace. Puis pour ce faire, il faut juste voir si nos animaux sont corrects dans leur espace. Est-ce qu'ils ont les dimensions nécessaires? Puis ce qu'on voudrait faire, c'est que vous preniez des vaches adultes, une vache en lactation 3 et plus. Une vache qui est typique dans votre troupeau au niveau de la grosseur, puis de mesurer, parce que les mesures de dimension d'environnement sont basées entre autres sur, on a trouvé pas nous, mais ils ont trouvé des corrélations au niveau de la largeur aux hanches puis de la hauteur aux hanches. Donc, si on a notre mesure de nos vaches adultes de largeur aux hanches, l'idée c'est de prendre une mesure avec un ruban flexible qu'on va aux 2 points de hanche les plus à l'extérieur, puis on mesure par-dessus, on mesure la largeur qu'une vache a, puis ensuite, comme la hauteur au garrot, on prend la hauteur avec un hanchomètre, la hauteur aux hanches, en arrière un garromètre. Puis on va leur demander aussi de noter les mesures, les dimensions de leur stall ou de leur logis. Exact. Puis de mesurer peut-être les dimensions de vos stalls. Puis je pense qu'on avait un petit guide qui va être dans le devoir. Oui, donc vous allez pouvoir récupérer les documents pour compléter votre devoir dans la section documents du webinaire. Et puis, est-ce qu'ils choisissent leur vache préférée? Non, c'est une vache typique dans vos vaches adultes, là, la vache moyenne, pas la plus grosse parce que c'est probablement que les stalls ne feront pas, mais c'est de prendre la moyenne de vos vaches en 3e lactation, une vache qui est moyenne.
OK, bon, parfait. Donc ça, c'est votre devoir. Vous avez un peu moins de temps cette fois-ci pour compléter votre devoir parce que le webinaire numéro 3 aura lieu déjà la semaine prochaine. Donc, on vous donne rendez-vous le 5 avril prochain pour parler de l'espace confortable. D'ici là, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer, vous pouvez nous les tweeter. On vous donne votre devoir à faire. On va vous le rappeler au cours de la semaine. Et puis, si vous avez des amis, des collègues là, qui auraient manqué le webinaire aujourd'hui ou le précédent, on vous rappelle que tous les enregistrements sont disponibles sur le site dairyknowledge.ca. Ceux d'aujourd'hui vont l'être un petit peu plus tard. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, amusez-vous. Amusez-vous à faire vos devoirs. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions, Marie, qui sont entrées? Ah, bien, bienvenue, Darcy et tout le monde. Au plaisir, merci. Merci.